Vous avez publié, c'était fin de semaine dernière, vos résultats du troisième trimestre. Bon, globalement, c'est pas mal. Ça résiste plutôt aux turbulences du marché, aux conditions défavorables. Ça va durer jusqu'à quand, ces mauvaises conditions de marché, Stéphane Boujnah? Écoutez, le regard qu'on doit avoir sur le marché est ambivalent parce que le niveau absolu des valorisations reste élevé. Aujourd'hui, vous avez un CAC qui clôture à plus de 6400 points. De mémoire, avant la crise en Ukraine et avant le Covid, on était au-dessus on était très peu en dessous de ces niveaux-là. Donc on n'a pas dans des niveaux de crise. On est dans des niveaux qui reflètent les bonnes perspectives sur les résultats des entreprises, qui continuent à publier des bons résultats trimestriels. Et donc, je pense que ça peut durer tant que les fondamentaux des entreprises et de leur performance sont encore réels. Cela dit, dans vos résultats à vous, Euronext, quand même, tout cet environnement, ça challenge vraiment vos revenus, votre business model. Les volumes d'échanges sont plus faibles. Et alors, les IPO, les introductions en bourse, cette année, il faut faire une croix dessus. Pour nous, c'est non. Enfin, il faut être là aussi assez nuancé. L'activité de volume, l'activité qui est liée à la négociation des actions, a été en baisse. Ouais. Le chiffre d'affaires est resté stable. Pourquoi ? Parce que nos autres activités, car le groupe est beaucoup plus diversifié qu'on l'imagine souvent, la négociation des actions, ça ne représente plus que 20% environ de l'ensemble de nos activités. Mais ce que nous faisons sur les cotations en bourse, je vais y revenir, les activités de post-marché, les activités de vente de données, les activités de change, de négociation de devises, etc., ont été extrêmement dynamiques. La vente de technologies et de solutions technologiques ont été extrêmement dynamiques et ça a compensé les faiblesses sur les volumes. Alors sur les cotations, ce qui est intéressant, c'est de constater que on a aujourd'hui moins de cotations que l'an dernier, mais plus qu'en 2020, en 2019 et en 2018. Donc le rythme de cotation en bourse est significativement plus élevé qu'à cette époque-là. Et c'est d'ailleurs le cas aussi dans l'ensemble de nos actions. Donc c'est plutôt l'année 21 qui a été exceptionnelle que l'année 22 qui est faible. Mais cela dit, évidemment, si vous comparez à l'année 21 où les taux étaient dans l'ensemble très bas et où les marchés étaient très bullish avec beaucoup de liquidités, c'est plus compliqué aujourd'hui de faire une IPO. Il y a plus de différenciation qu'il n'y en avait l'an dernier. Mais on n'est pas dans une situation d'effondrement. Je veux insister là-dessus. Les marchés, ni en volume de négociation, ni en valeur absolue des indices, ni en nombre de cotations, n'ont déserté les marchés actions. Même si, bien sûr, vous avez des alternatives à l'investissement. L'an dernier, il n'y avait pas d'alternative pour avoir du rendement à l'investissement dans les produits actions. Aujourd'hui, vous pouvez avoir un petit rendement, même si les taux d'intérêt sont toujours nets après inflation, sont négatifs par après l'inflation, vous pouvez avoir un petit rendement dans les taux fixes. Mais alors justement, vous parlez de ces taux qui sont négatifs, ils ne sont pas encore au niveau où ils sont en capacité de normaliser l'inflation. Les banques centrales, elles continuent de faire leur travail, c'est-à-dire qu'elles continuent d'augmenter leurs taux. Est-ce que vous dites qu'elles sont trop dures et qu'elles asphyxient l'économie ? Non, il y a un débat... Enfin, ça, c'est vraiment une question de légitimité. Je veux dire, les gens qu'on élit dans les démocraties sont là pour décider s'ils font du soutien budgétaire ou fiscal quand on est en période de récession, quand il y a des risques de récession. Les banques centrales sont là pour faire des arbitrages entre lutter contre l'inflation ou éviter la récession. C'est un sujet difficile. Aujourd'hui, elles considèrent que le risque d'inflation est prioritaire et elles ont décidé de prendre des risques de ralentissement de l'activité. Bon, c'est une priorité qui est claire, mais qui suppose de la constance. Et donc, il faut probablement s'attendre, et d'ailleurs, je crois que c'est les messages que Mme Lagarde a passés comme M. Powell aux États-Unis, il faut s'attendre à ce que ça continue. Oui, mais alors, contrairement aux États-Unis, on a un gouvernement français qui est ultra-protectionniste, donc c'est un peu comme si on appuyait sur la pédale de frein et d'accélérateur au même moment. Pas tout à fait, parce que pour le coup, sur ce sujet-là, il y a eu deux activités coordonnées qui en consistent, l'une qui a coordonnée, elle n'a pas été explicitement coordonnée, mais elle a eu un effet efficace sur l'inflation. Le premier, c'est celle des banques centrales, dont on vient de parler, et l'autre, c'est le soutien budgétaire, puisque c'est bien de ça dont il s'agit, au prix de l'électricité, de l'énergie en général, et qui, au fuel, enfin au carburant, aux hydrocarbures en général, qui a permis d'éviter une inflation de second tour. Aujourd'hui, pour faire simple, l'inflation en France est autour de 6%. C'est le plus faible niveau en Europe. Aux Pays-Bas, où est le siège juridique d'Amsterdam, l'inflation est de 17%.